Et ça filmait pas. Salut mon pote, j'espère que tu vas bien. Troisième jour, troisième lecture. Ça bouge pas. Pour mieux parler, pour mieux s'exprimer. C'est juste avant ma prospection, donc pour moi c'est extrêmement important et je trouvais ça dommage de pas te le partager tout simplement. Alors je me suis dit je vais te le partager. Un aussi beau livre, Le curé de village de Balzac. Les descriptions sont incroyables. C'est à la fois historique et romancé. Parce qu'il te raconte la vie en fait d'Auvergnat, mais d'une manière qui est romancée et c'est très drôle et à la fois parfois très triste. Allez, ça va m'entraîner. Il est 8h18. Donc à 8h28, je m'arrête. Alors, j'avais mis un petit point pour reprendre. Je pense que rien que le fait que tu écoutes ce que je vais te lire va même t'aider à mieux t'exprimer, à mieux parler si tu répètes certaines phrases dont je fais la mention, certaines phrases que j'utilise, et ça te permettra justement de même te détendre, parce que honnêtement, c'est vraiment... c'est un livre qui détend en même temps. Bref. On coupera tout ça, hein, toute la merde que je dis depuis tout à l'heure. Bref, je suis pas levé depuis très longtemps. Putain, je suis marqué, hein. C'est ouf, hein. Allez, c'est parti. À compter du jour où Véronique eut perdu la suave beauté qui recommandait... Alors oui, voilà, là, on en est à l'étape où Véronique a grandi et elle a eu la petite vérole. Ce qui fait qu'elle est défigurée du visage, alors que Véronique était la plus belle femme du village, mais une femme d'une beauté sans nom, sans égal, d'une beauté limite divine. Et la petite vérole l'a rattrapée, un peu retour à la réalité. C'est là d'ailleurs qu'on a vu ses parents, si d'habitude durs avec elle, non pas avec elle, mais si durs dans la vie, en général, on peut dire un peu les parents à l'ancienne, c'est là qu'on les a vus exprimer des émotions. C'est parti. À compter du jour où Véronique eut perdu la suave beauté qui recommandait son visage de petite fille à l'admiration publique, le père Sauvia redoubla d'activité. Son commerce se raviva si bien qu'il fit dès lors plusieurs voyages par an à Paris. Chacun devina qu'il voulait compenser à force d'argent ce que, dans son langage, il appelait les déchets de sa fille. Quand Véronique eut 15 ans, il se fit un changement dans les mœurs intérieures de la maison. Le père et la mère montèrent à la nuit chez leur fille qui, pendant la soirée, leur lisait à la lueur d'une lampe placée derrière un globe de verre plein d'eau la vie des saints. Les lettres édifiantes, enfin tous les livres prêtés par le vicaire. La vieille Sauvia tricotait en calculant qu'elle regagnait ainsi le prix de l'huile. Les voisins pouvaient voir de chez eux ces deux vieilles gens, immobiles sur leurs fauteuils comme deux figures chinoises, écoutant et admirant leur fille de toute leur force, d'une intelligence robuste pour tout ce qui n'était pas commerce ou foi religieuse. Il s'est rencontré sans doute dans le monde des jeunes filles aussi pures que l'était Véronique, mais aucune ne fut ni plus pure, ni plus modeste. Sa confession devait étonner les gens. Sa confession devait étonner les anges et réjouir la Sainte Vierge. À 16 ans, elle fut entièrement développée et se montra comme elle devait être. Elle avait une taille moyenne, ni son père ni sa mère n'étaient grands, mais ses formes se recommandaient par une souplesse gracieuse, par ces lignes serpentines si heureuses, si péniblement cherchées par les peintres, que la nature trace d'elle-même si finement, et dont les moelleux contours se révèlent aux yeux de connaisseurs, malgré les linges et l'épaisseur des vêtements qui se modèlent et se disposent toujours, quoi qu'on fasse, sur le nu. Vrai, simple, naturel. Véronique mettait en relief cette beauté par des mouvements sans aucune affectation. Elle sortait son plein et entier effet, s'il est permis d'emprunter ce terme énergique à la langue judiciaire.
Elle avait les bras charnus des Auvergnates, la main rouge et potelée d'une belle servante d'auberge, des pieds forts, mais réguliers, et en harmonie avec ses formes. Il se passait en elle un phénomène ravissant et merveilleux qui promettait à l'amour une femme cachée à tous les yeux. Ce phénomène était peut-être une des causes de l'admiration que son père et sa mère manifestèrent pour sa beauté qu'ils disaient être divine, au grand étonnement des voisins. Et oui, vu que c'était chrétien. Les premiers qui remarquèrent ce fait furent les prêtres de la cathédrale, et les fidèles qui s'approchaient de la sainte table. Quand un sentiment violent éclatait chez Véronique, et l'exaltation religieuse à laquelle elle était livrée alors qu'elle se présentait pour communier doit se compter parmi les vives émotions d'une jeune fille si candide, il semblait qu'une lumière intérieure effaça par ses rayons les marques de la petite Vérole. Le pur et radieux visage de son enfance reparaissait dans sa beauté première. Quoique légèrement voilé par la couche grossière que la maladie y avait étendue, il brillait comme brille mystérieusement une fleur sous l'eau de la mer que le soleil pénètre. Véronique était changée pour quelques instants. La petite Vierge apparaissait et disparaissait comme une céleste apparition. La prunelle de ses yeux, douée d'une grande contractilité, semblait alors s'épanouir et repousser le bleu de l'iris, qui ne formait plus qu'un léger cercle. Ainsi, cette métaphore de l'œil, pas du tout, ainsi, cette métamorphose de l'œil, devenu aussi vif que celui de l'aigle, complétait le changement étrange du visage. Était-ce l'orage des passions contenues? Était-ce une force venue des profondeurs, de l'âme qui grandissait la prunelle en plein jour, comme elle s'agrandit ordinairement chez tout le monde dans les ténèbres, en brunissant ainsi l'azur de ses yeux célestes? Quoi que ce fût, il était impossible de voir froidement Véronique, alors qu'elle revenait de l'autel à sa place après s'être unie à Dieu et qu'elle se montrait à la paroisse dans sa primitive splendeur. Sa beauté eut alors éclipsé celle des plus belles femmes. Quel charme pour un homme épris et jaloux que ce voile de chair qui devait cacher l'épouse à tous les regards, une voile que la main de l'amour lèverait et laisserait retomber sur les voluptés prémises. C'est magnifique. Franchement, je sais pas si tu captes mon pote. Si tu captes mon pote ou ma pote, je sais pas si tu captes à quel point c'est beau. Quel charme pour un homme épris et jaloux que ce voile de chair qui devait cacher l'épouse à tous les regards, un voile que la main de l'amour lèverait et laisserait retomber sur les voluptés permises. Donc en gros, Véronique est un peu abîmée par la petite Vérole. Mais quelle beauté de tomber amoureux de Véronique, parce que lorsque tu auras relevé ce voile superficiel qui couvre son visage, tu pourras voir son âme et sa réelle beauté qui laissera retomber toutes ces voluptés permises. C'est magnifique. Voilà, c'était juste une petite parenthèse parce que c'est ça que je voulais te partager en fait. Je me sentais triste de pas... Je me sentais triste qu'il n'y ait pas, je sais pas, une ou deux personnes qui entendent ces écrits en te baladant, en étant dans le bus, en faisant ta crise d'angoisse. Si ça peut te faire du bien. Je suis content de te partager ça. Voilà, petite parenthèse, je la ferme. Véronique avait des lèvres parfaitement arquées qu'on aurait cru peintes en vermillon, tant y abondait un sang pur et chaud. Son menton et le bas de son visage étaient un peu gras, dans l'acceptation que les peintures donnent à ce mot, et cette forme épaisse est, suivant les lois impitoyables de la physiognomonie, l'indice d'une violence quasi morbide dans la passion. Elle avait au-dessus de son front, bien modelé mais presque impérieux, un magnifique diadème de cheveux volumineux, abondant et devenu châtain. Depuis l'âge de 16 ans jusqu'au jour de son mariage, Véronique eut une attitude pensive et pleine de mélancolie. Dans une si profonde solitude, elle devait, comme les solitaires, examiner le grand spectacle de ce qui se passait en elle. Le progrès de sa pensée, la variété des images et l'essor des sentiments échauffés par une vie pure. Ceux qui levaient le nez, en passant
par la rue de la cité, pouvait voir par les beaux jours la fille des Sovias assise à sa fenêtre, cousant, brodant ou tirant l'aiguille au-dessus de son canevas d'un air assez songeur. Sa tête se détachait vivement entre les fleurs qui poétissaient l'appui brun et fendillé de ses croisées à vitraux retenus dans leur réseau de plomb. Quelquefois, le reflet des rideaux de damas rouges ajoutait à l'effet de cette tête déjà si colorée, de même qu'une fleur empourprée. Elle dominait le massif aérien si soigneusement entretenu par elle sur l'appui de sa fenêtre. Cette vieille maison naïve avait donc quelque chose de plus naïf. Un portrait de jeune fille, digne de Mieris, de Van Ostade, de Terburg et de Gérardov, encadré dans une de ces vieilles croisées quasi détruites. Frustes et brunes que leurs pinceaux ont affectionnées. Quand un étranger, surpris de cette construction, restait béant à contempler le second étage, le vieux Sovia avançait alors la tête de manière à se mettre en dehors de la ligne dessinée par le surplomb, sûr de trouver sa fille à la fenêtre. Le ferrailleur rentrait en se frottant les mains et disait à sa femme en patois d'Auvergne « Hé, la vieille, on admire ton enfant !» En 1820, il arriva dans la vie simple et dénuée d'événements que menait Véronique un accident qui n'eut pas eu d'importance chez toute autre jeune personne, mais qui peut-être exerça sur son avenir une horrible influence. Un jour de fête supprimé, qui restait ouvrable pour toute la ville, et pendant lequel les Sovias fermaient boutique, allaient à l'église et se promenaient, Véronique passa, pour aller dans la campagne, devant l'étalage d'un libraire, où elle vit le livre de Paul et Virginie. Elle eut la fantaisie de l'acheter à cause de la gravure. Son père paya 100 sous le fatal volume et le mit dans la vaste poche de sa redingote. « Ne ferais-tu pas bien de le montrer à monsieur le vicaire ?» lui dit sa mère, pour qui tout livre imprimé sentait toujours un peu le grimoire. « J'y pensais », répondit simplement Véronique. L'enfant passa la nuit à lire ce roman, l'un des plus touchants livres de la langue française. La peinture de ce mutuel amour, à demi biblique et digne des premiers âges du monde, ravagea le cœur de Véronique. Une main, doit-on dire divine ou diabolique, enleva le voile qui jusqu'alors lui avait couvert la nature. Le petit visage enfoui. Ok, très bien. La petite vierge enfouie dans la belle fille trouva le lendemain ses fleurs plus belles qu'elles ne l'étaient la veille. La petite vierge enfouie dans la belle fille trouva le lendemain ses fleurs plus belles qu'elle ne l'était la veille. Elle entendit leur langage symbolique. Elle examina l'azur du ciel avec une fixité pleine d'exaltation. Et des larmes roulèrent alors sans cause. Dans ses yeux. Allez, ça fait 10 minutes. Un peu plus de 10 minutes. J'aurais lu un peu plus en vrai. Franchement, je comprends. En fait, si tu veux, cette vidéo part du fait que j'ai vu un podcast d'un mec. J'ai vu un podcast d'une personne qui est spécialisée dans l'éloquence, qui enseigne l'éloquence aux plus grands, enfin ce qu'on appelle des grands. Les dirigeants sont pas forcément des grands, mais bref. Et en fait, il parlait de ça. Ok, j'en ai déjà parlé dans la précédente vidéo, mais je te mets le contexte un peu. Il parlait de lire 10 minutes par jour un grand écrivain. Bon, Balzac, tu connais le nom sans même avoir lu un de ses livres, donc tu peux déjà, par curiosité, te dire que c'est un grand écrivain. Et pourquoi pas aller voir ce qu'il fait. Moi, j'ai la chance d'avoir un père qui était extrêmement instruit et qui était un grand lecteur, ce qui fait qu'on a des livres partout dans la maison. Donc j'ai qu'à me servir, et quand j'y suis allé, du coup, j'ai voulu prendre Balzac, parce qu'en fait j'avais déjà commencé ce livre, je m'en rends compte. Quand je le lis, je me rappelle de certains extraits. Et ce gars-là dans le podcast, excuse-moi, j'ai divagué énormément, mais ce gars-là dans le podcast, en fait, parle du fait qu'au début tu vas lire 10 minutes, mais que ça n'a pas de limite, tu peux lire 1 heure, on s'en fout. Mais que si tu lis 10 minutes tous les jours, tu risques d'avoir envie de lire plus, et c'est le cas, j'ai envie de lire plus. Voilà. Donc ces 10 minutes, tu les coupes parce qu'il faut que j'aille prospecter, qu'il est 8h30, et que je veux pas arriver à 10h chez mes prospects. Mais en tout cas, ça fait trop plaisir. J'adore te lire ça. Toi qui m'écoutes, toi qui me regardes. Je vous fais de gros bisous, et je vous dis à demain.